brutalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la voie du ciel, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité, bonjour à tous ceux qui aiment la vérité sans condition, merci à ceux qui la soutiennent et surtout merci à ceux qui veulent vivre dans un monde où la dignité humaine est mise en avant. Merci à tous ceux qui font confiance en la classe éclaireur pro vérité. Nous sommes en date du 18 janvier 2025 et aujourd'hui nous avons 4 sujets rapides. Il y a 2 semaines, nous avions dit ici que le chef de l'État partirait en France. Ça a été chose faite depuis hier. Et ici, on ne va pas seulement parler de l'événement, mais on dira aussi, surtout à notre façon, pourquoi est-il allé en ce moment en France? C'est là que se trouve l'élément essentiel de la question. Le 3e sujet, on vous avait aussi parlé des puissances africaines. Et dans cette semaine-là, on vous avait dit les 10 puissances armées les plus fortes en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a été classée 17e sur 54. Mais on va vous parler des 10 armées les plus faibles de l'Afrique. Ça veut dire les armées les dernières de l'Afrique. On va vous parler des 10 armées les plus faibles. Ça veut dire les dernières armées qui n'ont vraiment pas de puissance militaire. On va vous parler aussi de ces armées-là. Et j'ai trouvé utile de vous parler de Nadi Bamba à partir d'un sondage qui a été réalisé sur Kwasi qui posait la question suivante. Nadi Bamba se sert-elle de l'image de Laurent Gbagbo à des fins personnelles politiques? Et le premier sujet que nous allons développer a pour titre l'incompétence à récompenser l'incompétence au Crédit Suisse. Et là, ceux qui nous comprennent comprendront que nous parlerons de Tidiane Thiam. Avant de profiter du temps que vous nous offrez pour exposer les 4 sujets, je souhaite ici par ma voix souhaiter un joyeux anniversaire à notre Chao Yann Koulou. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, prospérité et tout ce qu'il y a de positif. Et en même temps aussi, j'aimerais profiter pour attirer l'attention des uns et des autres sur la capacité des hommes à retenir leur passé et à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Tout peuple qui veut évoluer doit forcément tenir compte de son passé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et faire une répétition fatale et triste de l'histoire. Actuellement, en termes de sécurité, en Côte d'Ivoire, l'État fait beaucoup. Ça, on ne peut pas nier ces faits. Et même le dernier Conseil national de sécurité nous donne un avis très reluisant. Ça fait vraiment plaisir. Mais en 2025, on aura des élections. On a vu ce qui s'est passé en 2020. On a vu ce qui s'est passé en 2010, 2011. Chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, c'est une succession de violences. Et on soumet la population contre leur volonté à craindre pour leur vie.
Et c'est ce même scénario que l'opposition veut organiser. Et ça, tout le monde le sait. Mais la question que moi je me pose, est-ce que l'opposition n'a pas raison? Essayons de revoir la situation sous un autre angle. Est-ce que les opposants n'ont pas raison? Est-ce que en 2020, le rapport qui a été remis là, il y a combien parmi les opposants qui allaient en prison? Est-ce que en 2011-2010, si la justice avait fait son travail, est-ce que ces opposants-là auraient eu la même posture pour faire 2020 et espérer encore faire la même chose en 2025? Est-ce que la longue guerre, sale guerre imposée à la Côte d'Ivoire par Soro Guillaume et Gbagbo à la Côte d'Ivoire, si les vainqueurs avaient tenu compte de leur posture de vainqueurs et avaient donné des leçons aux vaincus, est-ce qu'on en serait arrivé là? Ce que je veux vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire demeure ce seul pays au monde où on a fait une longue guerre civile de 2002 à 2011, mais personne n'a retenu les leçons. La Côte d'Ivoire demeure ce pays où on a connu une crise post-électorale avec plus de 3000 morts. Personne n'a retenu des leçons. La Côte d'Ivoire demeure ce pays où en 2020, les opposants ont imposé à la population toute forme d'atrocité et d'inhumanité et personne n'a retenu des leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la guerre est finie en 2011, ceux qui ont gagné la guerre là, ils avaient le devoir et la responsabilité de donner des leçons à ceux qui ont perdu. Mais quand tu gagnes une guerre qui t'a été imposée, parce que la guerre que Laurent Gbagbo a imposée à la Côte d'Ivoire, la guerre que Laurent Gbagbo a imposée à la Côte d'Ivoire à travers une sale crise post-électorale, c'était quelque chose de voulu. Et il était impératif, il était obligatoire que ceux qui ont gagné la guerre là, imposent des leçons pour que les choses qu'on voit aujourd'hui ne se répètent plus. Et donc là, quand le président Ouattara sort aujourd'hui pour venir nous dire qu'il veut un plan de sécurisation des élections, c'est une bonne chose, mais ça ne nous satisfait pas, monsieur le président. Ça ne nous satisfait pas parce que pendant trop longtemps, il y a eu une faille et il y a eu un jeu avec la réalité. Parce que ces criminels-là, s'ils avaient été corrigés comme dans les autres pays, comme les choses devraient se faire, comme si eux, ils avaient pris le pouvoir, si eux, ils avaient gagné sur vous, là, vous n'allez jamais, ça n'allait jamais vous traverser l'esprit de dire que vous allez faire une crise post-électorale ou bien venir embêter les Ivoiriens. Et ça, là, il faut que nous-mêmes, on se regarde et puis on se dit à nous-mêmes cette vérité-là. On a échoué en face de l'histoire. On n'a pas été honnête envers le peuple. C'est pourquoi ces conneries-là se répètent perpétuellement. C'est pourquoi aujourd'hui le PDCI veut même s'essayer à la violence. On ne peut pas mener une guerre et puis en ressortir vite sans avoir rien retenu. Il n'y a aucun pays du monde où il y a eu toutes ces atrocités-là et les gens sont ressortis, ils ont refait les mêmes choses en s'attendant au même résultat. À un certain moment, il faut le reconnaître, nous avons échoué à imposer le poids du réel. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est obligé en 2025 de dire que non, il faut un plan de sécurisation, il faut craindre pour ta vie, il faut faire ceci, les opposants tapent la poitrine. Ils ont totalement raison. Parce que quand on t'impose une sale guerre et que toi, au lieu de mettre les choses à leur place, tu viens jouer les démocrates, alors que tu es en face des sauvages qui n'apprendront jamais tant que tu ne leur colles pas la sauvagerie en face. Voilà où ça nous conduit au perpétuel recommencement. Et ça, c'est que moi je peux dire aux populations, une histoire qui se répète perpétuellement, c'est vous-même qui pouvez mettre fin à cela. Donc, si toi, tu veux attendre que ce soit le gouvernement qui va te protéger, ce serait une bonne chose si le gouvernement avait joué sa partition, sa responsabilité pleinement en condamnant les criminels et en imposant la loi dans sa dureté pour que chacun puisse savoir que quand tu fais ça, tu auras telle conséquence. Ça aurait pu me convaincre. Ce que moi je peux dire aux uns aux autres, c'est à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en l'État. Mais ça veut dire que quand on regarde l'expérience et la répétition fatale de ces événements-là, chacun de vous a la responsabilité de protéger sa propre vie. Chacun de vous
a la responsabilité de protéger son propre bien avant d'attendre l'État. Parce que l'État ne pourra que protéger ses institutions. L'État ne pourra que protéger ce qu'il peut protéger. Mais et vous, et nous, et le vieux Bamba, et le petit Toussaint, et les femmes enceintes qui ont été empêchées d'accoucher, qui sont mortes, nous on fait comment? Et donc là, n'attendez pas que quelqu'un vienne sauver votre vie. Surtout que les exemples ont prouvé le contraire. Vous-même soyez capable de sauver vos vies. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire barrage aux malfaiteurs et de les neutraliser pour une fois. Partout dans les quartiers où les malfaiteurs vont s'attaquer à vous, vous le neutralisez radicalement, sans état d'âme. Les politiciens bandits, brigands, qui utilisent la mort des populations, cette fois-ci là, il faut que ce soit 2025 leur terminus. Soit ils rentrent en politique pour donner un idéal politique, pour que le peuple soit convaincu de ce qu'ils peuvent apporter, ou bien cette fois-ci ils rentrent en politique pour être des bandits, pour utiliser le chantage de la mort des populations. Cette fois-ci, vous allez nous voir sur le terrain et on va se mesurer et on va voir qui est qui et on va décider de cette Côte d'Ivoire ensemble. Sujet numéro 1, l'incompétence à récompenser l'incompétence au Crédit Suisse. On est en train de vous parler du Crédit Suisse et il y a un journal suisse qu'on appelle Le Temps. Avant-hier, ce journal-là a fait sortir encore de nouveaux détails sur le passage de Tidiane Thiam au Crédit Suisse. Et qu'est-ce que ce journal-là nous dit? Lorsque Tidiane Thiam était à la direction du Crédit Suisse de 2015 à 2020. L'effondrement du Crédit Suisse, miroir de l'incompétence et de l'ignorance de ses dirigeants. Le journal commence par nous dire que le Crédit Suisse que vous voyez là, à un certain moment, surtout au moment où Chaka Dia était là-bas, c'était devenu la référence du Crédit Suisse, c'est que c'est l'incompétence qui dirigeait et surtout l'ignorance. Au niveau de la gestion, l'autre erreur grave a été la nomination de Tidiane Thiam au poste de directeur général, voulu par Ronner, en vertu également de son autorité de président. Thiam venait du monde de l'assurance, avec un certain succès, devenant président de la compagnie d'assurance britannique Prudential, mais aucune expérience de gestion de banque. Le journal en question nous dit, voilà quelqu'un qui s'appelle Ronner, qui était le président du Crédit Suisse, mais un incompétent notoire, qui va nommer un autre incompétent qui s'appelle Tidiane Thiam. Et à quoi fallait-il s'attendre? Le chaos. Parce que Tidiane Thiam, il est venu de Prudential, mais il n'avait jamais eu une expérience en banque. Ça, c'est le journal là qui nous apprend cela. Le journal Le Temps là nous dit que Tidiane Thiam n'avait jamais eu d'expérience en gestion de banque. Et celui qui a milité pour que Tidiane Thiam soit nommé s'appelle Ronner. Lui-même, une personne inexpérimentée et donc incompétente dans la matière, qui s'en va prendre quelqu'un pour venir le nommer dans un domaine où la personne n'a aucune expérience. C'est pourquoi j'ai donné le titre « Quand l'incompétence récompense l'incompétence ». Et donc la chute du Crédit Suisse ne pouvait être qu'une suite logique. Aux possibles erreurs de gestion stratégique dues à son expérience lacunaire, se sont ajoutés une personnalité problématique et des comportements parfois querelleurs à l'interne. On dit en plus du fait qu'il ne valait rien, Tidiane Thiam là, c'est quelqu'un, on a découvert en lui aussi un comportement querelleur, quelqu'un qui aime faire palabre. L'incompétence en matière de technique bancaire et donc la sous-estimation de son importance a poussé Ronner à choisir une personne inexpérimentée comme CEO chargé de la gestion d'une banque déjà en difficulté. L'incompétence a récompensé l'incompétence. Et donc, en plus de ces caractéristiques-là, quand tu prends un incompétent que tu nommes, il ne faut pas être surpris.
C'est ce qui a fait qu'une série de décisions inexpérimentées ont été prises et ça conduit le Crédit Suisse dans le chaos. Au chapitre de l'arrogance, il faut rechercher du côté des managers avec des dangereuses formes d'aveuglement, même chez les plus expérimentés. Et donc, c'est totalement normal. Il y a des employés qui sont sur le terrain qui aimeraient profiter des crimes d'opportunité. Ça veut dire, quand ils sont là, quand tout va bien et qu'ils voient que la situation est maîtrisée, ils restent tranquilles, ils ne font rien de mal. Mais une fois qu'ils voient que le patron qui est là, on peut profiter parce que lui-même, il ne vaut rien là. C'est ce que le Crédit Suisse était devenu quand Tidjam Thiam est venu gérer là. Les employés, même les plus expérimentés, ont compris que Tidjam Thiam ne valait rien, il n'a aucune expérience en banque. Donc chacun faisait le foutoir. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et en plus de cela, Tidjam Thiam lui-même, n'ayant aucune expérience, n'ayant jamais dirigé une banque, n'ayant jamais eu une expérience là-dedans, à quoi est-ce que vous voulez vous attendre? Des dirigeants qui devaient récupérer de lourdes pertes se sont tournés vers des activités qui, espéraient-ils, seraient très rentables parce que très risquées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont pris des risques, malgré que la banque se portait mal. Ils ont pris des risques pour investir dans des domaines parce que très risqués, ils pouvaient avoir de gros profits. Mais s'ils perdaient aussi gros. Et les gens n'ont pas hésité parce que l'argent n'était pas le leur. L'argent qu'ils utilisaient n'était que l'argent des clients et donc ils s'en foutaient pas mal. Mais ce système se basait sur une logique perverse. En cas de perte, elle serait supportée par les clients ou la banque. Quant au bonus des dirigeants, ils restaient généreux dans tous les cas de figure. Et malgré tous ces risques qu'ils prenaient pour s'amuser avec l'argent des clients et l'incompétence et surtout le manque de connaissances de Tidjam Thiam que ses partisans veulent présenter comme un brillant banquier, maintenant, allez poser plainte contre le journal Le Temps. Là. Allez poser plainte. Là, on va savoir que ce n'est pas vrai. Mais si vous ne posez pas plainte contre le journal, là, ça veut dire que votre Tidjam Thiam, là, c'est un incompétent, comme le journal l'a dit. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Et vous voulez nous présenter un faux produit avec vos bouches. Et quand on vous demande quels ont été les succès, il n'y a jamais de succès. Un dirigeant qui ne maîtrise même pas ses troupes et qui crée un environnement du chaos, est-ce que celui-là peut diriger les autres? Au moment où la banque est en train de tomber, lui, avec ses amis, sont en train de se donner des bonus pour faire couler la banque. Ça veut dire qu'il fallait soit ignorant ou même soit il fallait être foncièrement inconscient. En tout cas, des deux, vous choisirez l'une pour que la banque puisse se retrouver dans cet état-là. Aucune conscience morale, aucun professionnalisme. On dépense l'argent, on prend des risques, on s'en fout. Si la banque tombe, c'est l'argent des clients qui est perdu et c'est la banque qui aura un problème et nous on s'en va ailleurs. Et c'est la même chose que Tidjam Thiam veut faire à la Côte d'Ivoire. Difficile de ne pas penser aux propos de Margaret Thatcher expliquant la différence entre money and my money. Ils disent donc que tellement c'était grave au Crédit Suisse, ils ne savaient plus faire la différence entre eux, leur argent et l'argent en général. Parce que mon argent, my money, c'est mon argent, mais l'argent, c'est l'argent de tout le monde. Et donc, sous la gestion de Tidjam Thiam au Crédit Suisse, eux ne savaient pas faire la différence entre mon argent et l'argent des autres. Ils ont créé le cafouillage. Et quelle a été la conséquence? Constat amer. Les manquements répétés, correctement identifiés par l'affinement, n'ont jamais été suivis d'effet. Et malgré que l'autorité de régulation financière donnait toujours des leçons et donnait toujours des avertissements, Tidjam Thiam a continué dans son incompétence à ne jamais respecter les règles. Et cette arrogance et cette cupidité ont fait une autre victime, c'est-à-dire l'éthique professionnelle. Partout où Tidjam Thiam est passé, la déontologie, l'éthique professionnelle prend un coup. Partout où ce monsieur est passé, le respect même des normes de la moralité dans le travail prend un coup. Parce qu'avec Tidjam Thiam,
aucune règle ne doit être respectée. C'est le cafouillage, c'est le désordre qui doit primer sur toute autre chose. Et ça, c'est honteux. Et quand on demande à ces militants, venez, c'est quand on dit là, ça ne vous plaît pas, ça vous pique dans votre corps là. Venez pour donner le contraire. Ils se cachent. On va le dire, hein. C'est vous qui l'avez blagué pour qu'il soit candidat dans votre parti. C'est votre fétiche, c'est votre Dieu dans votre parti. Mais nous là, il ne vaut même pas caca de verre de terre dans la réalité. Et nous, on va dire ça aux Ivoiriens. Je ne mentionne que les affaires Greensville et Archegos. Il dit par exemple, dans le journal, prenez par exemple deux affaires dans lesquelles, sous la dirigeante de Tidjane Thiam, ils ont investi. L'affaire Greensville et l'affaire Archegos. Leur inconscience, leur manque d'éthique professionnelle et leur, surtout, irresponsabilité. Ils ont investi dans des domaines comme Greensville ou bien Archegos pour faire perdre à la banque Crédit Suisse plusieurs milliards de francs suisses, dans lesquels les clients de la banque ont perdu des milliards. Parce que ce n'était pas leur argent. Ils se sont amusés avec les milliards des gens. Ils ont détruit les milliards des gens. Et le lendemain, quand l'argent a été détruit, l'argent est perdu, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je prends la responsabilité de dire qu'il fallait être idiot, délibérément, pour tomber dans les deux pièges, sans en avoir évalué sérieusement les risques. Et le journal dit ici, soit Tidjane Thiam est idiot, soit il est incompétent, soit il est irresponsable, ou bien soit c'est un bandit. Mais une chose est évidente, pour que tu commettes la même erreur deux fois, il faut être un idiot. Quand on prend l'affaire Archegos et l'affaire Greensville, où vous avez fait perdre aux clients des milliards de francs suisses, il fallait être bête pour reprendre la même erreur deux fois. Et on vous répète toujours les mêmes choses, ça finit par être un amusement, mais peut-être qu'une autre voix, si elle vous répétait les mêmes choses qu'on vous dit ici tous les jours, ça permettra à certains de prendre conscience. Voici ce que Tidjane Thiam est en réalité. Monsieur Tidjane Thiam et ses petits amis à la Banque de Suisse. Donc, si vous voyez M. Tidjane Thiam qui est en train de faire tout ce bruit-là pour être président, c'est parce qu'il ne veut pas être poursuivi de ce qu'il a fait. Parce qu'une fois que tu es président d'un pays, on ne peut plus te poursuivre. On va mettre le dossier aux frais jusqu'à ce que ton mandat finisse. Ok, donc c'est pour ça que Tidjane Thiam est chaud pour être président en Côte d'Ivoire. Parce que quand M. Bédié était là, Tidjane Thiam était là. On ne le voyait pas. Donc à cette époque-là, il n'avait pas envie de devenir président. Donc il fallait que Bédié meure pour que maintenant il reconnaisse qu'il doit rentrer dans PDCI pour être président. Vous les gens de PDCI, là, il faut que vous arrêtez. Hein. Il faut vraiment que vous arrêtez. Votre merde là, il faut que vous arrêtez. Puis toi, Tidjane Thiam là, tu es en train de consoler qui? En disant que non, c'est pas grave, ils ont été braves, il y a quoi? Tu dis, il y a quoi? Les gens de PDCI là, ils peuvent faire quoi devant qui? PDCI là, peut-être toi tu ne les connais pas parce que tu as fait tout tes tours du monde juste au lieu d'aller tomber au Sénégal, tu es venu tomber en Côte d'Ivoire. Donc tu ne connais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. PDCI là, il n'y a personne là-bas qui peut effrayer quelqu'un. Les gens de PDCI là, c'est des poules mouillées. Quand le RDA là va se verser dans la rue là, tu vas les voir, eux tous ils vont quitter derrière toi, ils vont rentrer dans leur maison. Ok, voilà. Et je supporte le RDA à cause de toi qui t'en tiens. Je vais dire maintenant ce qui se passe. C'est à cause de toi qui t'en tiens que je supporte le RDA. Parce que Maintenant, toi-même là, moi je vais te dire aussi, vous les gars là, avec les PDC là, si nous on vous attrape en temps ensemble là, il n'y a pas à faire de dire je supporte ça. Nous on ne va pas faire votre parlant pour vous faire plaisir. Hein. Donc vous là, si on vous attrape, on va vous attraper en tas. On va vous digérer aussi en tas. Donc là, ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Nous on vous voit comme même chose. Parce que je sais qu'avec le RDL, tu ne pourras pas passer. Avec le RDL, tu ne pourras pas passer. Avec les guerriers de Dramane Ouattara, là, toi, Tidjane Thiam, tu ne pourras pas passer. Et c'est pour ça que je les supporte. Ok? Voilà. Parce que si on met Dramane là, toi, on te met là, je préfère Dramane. Parce que lui, au moins, je le connais. Ok, et puis son pays, son village, qu'on dit Saint-Dou là. Saint-Dou avant c'était dans la Côte d'Ivoire. C'est ton fou là qui a divisé ça. C'est ton fou là qui a divisé le Burkina avec la Côte d'Ivoire. Sinon avant là, Côte d'Ivoire, Burkina c'était un seul pays.
Ok, donc on suppose que Draman même, il est sur sa terre. Ok, donc toi, par rapport à Draman, là, je préfère Draman parce que toi, chez nous en Afrique, c'est du côté des pères qu'on se base beaucoup. Toi, tu n'as pas pu changer le nom de ton père parce que tu te sens bien avec ça. Alors, si tu veux être président, va au Sénégal. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu as un nom sénégalais. C'est ce qu'on lui dit tous les jours. Tu as porté le nom de ton père parce que c'est tout à fait normal qu'un garçon doit porter le nom de ton père. Mais quand c'est comme ça que tu veux te présidentier dans un pays, mais tu vas carrément au Sénégal, tu crées un parti politique, tu dis que tu as l'argent, non? Ok, crée un parti politique et puis tu commences à te faire connaître et puis voilà, tu rentres dans la politique sénégalaise. Tu n'as pas besoin de venir nous emmerder en Côte d'Ivoire alors qu'on a déjà assez de problèmes. Ok, c'est quand les Français ont fait des menaces à choses, comment on appelle, à Bédier de te prendre dans le PDCI là. C'est là que Bédier t'a pris, parce qu'ils ont menacé Bédier, et tu rentres dans le PDCI, Bédier va au cimetière. Et ça, Et là, écoutez très bien ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit là, moi j'aime dire les choses clairement. Elle dit, toi, tu dis, la Chakadjan. Elle dit, tu as empoisonné Bédier pour le tuer. Elle dit que le cuisinier de Bédier, là, tu as manigancé avec tes repéros là, ils ont mis poison dans la nourriture. Bédier a mangé puis il est mort. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ça, le PDCI n'est pas capable de s'asseoir pour dire que comment ça se fait que ce monsieur-là rentre au PDCI et puis notre Bédier, il se trouve au cimetière. Même vous, les gens de PDCI, là, si vous êtes dangereux, si vous êtes mauvais, si vous êtes cruels, si vous êtes des hypocrites, si vous êtes des gens sans cœur, là, ça là seulement, vous pouvez vous poser la question que, non, c'est semblant. Mais c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais on doit poser la question aux militants du PDCI. Bédier, quand même, on a fait beaucoup de choses avec lui. On a lutté beaucoup sur tous les plans avec Bédier. Avec vous, vous avez fait CNT avec lui. Il faut aussi dire, il ne faut pas avoir honte. Madame, il faut dire les choses clairement. Vous avez fait CNT tout avec lui. Lui aussi, c'était un bandit. Comment ça se fait que Thiam rentre et puis Bédier se trouve au PDCI? La France est derrière Thiam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France a fait? Ok, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont obsédés par l'argent, ce qui fait que même ton cuisinier, là, on peut le payer et puis il peut t'empoisonner. C'est ce qui s'est passé avec Bédier. Ah, est-ce que c'est moi j'ai dit? Elle a dit clairement, non? Que Tidiam Thiam, là, avec ses repéros, là, que vous avez payé le cuisinier de Bédier, et puis ils ont mis poison dans sa nourriture, il a mangé, et puis il est mort. C'est ce qui a fait que tu es devenu président du PDCI. Comme de la manière que Bédier a dit à Guikayo de débrancher les fils. Ça, c'est la vie de Kolowar. Ok, voilà. Donc, le problème qui est là, ils ont éloigné sa femme et puis ils ont fait le travail. Donc, le problème qui est là, je vous... Ils sont méchants, hein? Ils ont éloigné sa femme et puis ils ont fait le travail. C'est-à-dire, propre, sans trace. Je veux parler maintenant à M. Macron. Celui qui se dit président de la Côte d'Ivoire, de la France, là. Ok. En France, M. Macron, moi j'ai grandi en France. Ok. Mon premier enfant, là, je l'ai fait en France. Ok. Mon premier enfant, parce que j'ai 3 enfants, mon premier enfant, là, je l'ai fait en France. Donc j'ai grandi en France. Ok. Ma première fois que quand j'ai accouché, là, c'était en France. C'est pas en Afrique. Ok. Donc je connais très bien la France. Je suis rentré en France dans le temps de Jusqu'à Destin. Après Jusqu'à Destin, Mitterrand est venu au pouvoir. Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Et c'est quand Chirac est venu que j'ai quitté la France. Ok. Donc Macron, je vais te dire une chose qui est que ton Tidan Thiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, ton Tidan Thiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, va le chercher, tu vas le mettre en France là-bas. Parce que si tu n'arrêtes pas là, tu vas perdre la Côte d'Ivoire. Je te parle en tant qu'une Ivoirienne. Si tu n'arrêtes pas avec ton Tidan Thiam là, vous la France là, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui vous dis ça. Parce que Draman là, si vous le touchez là, nous, toute la Côte d'Ivoire, on va se lever.
On va se lever. Peut-être que vous allez tous nous tuer pour déposer Tidantiam. Sinon... C'est ce que vous avez dit pour Gbagbo là. Si Gbagbo sort là, ils vont marcher là avec leur chasse sur nos corps. Nous, on n'a pas besoin de vous. Hein. Nous, on n'a pas besoin de vous. Hein. Nous là, avec Draman là, nous là, on suffit à Draman. Et Draman nous suffit. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un pour marcher pour nous. Hein. Nous, on va régler notre cas. Donc, les propos hypocrites là, vous gardez ça pour vous. Draman là, c'est nous. On va le protéger. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ça là, il faut qu'on se dise ça dès le départ. Sinon, de nos vivants, le Tidantiam ne peut pas gouverner notre pays. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, quelqu'un qui n'était pas dans la politique ivoirienne, quelqu'un que Bédi a pris par compassion comme ça, il y a eu boum. Le premier coup de fil, quand Bédi a eu le coup d'état, il a fui, il est parti. Aujourd'hui, parce qu'il est recherché dans ces banques où il y a eu détournement, je ne sais quoi là-bas. Donc, toi et lui, vous faites un complot. Non, tu vas aller gouverner la Côte d'Ivoire comme ça, moi, tu vas me servir et puis tu vas te servir aussi. Monsieur Macron, ta magouille que tu fais là, c'est sur Tidantiam que ça va prendre fin. Donc tu veux perdre la Côte d'Ivoire, continue avec Tidantiam. C'est qu'on va... En tout cas, la France, cette fois-ci, de toutes les façons, va connaître son totem. Et ça, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Le sujet numéro 2, c'est un sondage sur Kwasi.com. Nadi Bamba se sert-elle de l'image de Laurent Gbagbo à des fins personnelles politiques? Est-ce que la madame là, mangeuse de porc là, Nadi Bamba là, est-ce qu'elle n'utilise pas le nom de Nini Boudoumé, Seplou Kassongo pour faire sa publicité? Le sondage a été réalisé le 6 janvier 2025. Il y a 3726 personnes qui ont participé. Comme d'habitude, il y a des gens, eux là, ils vont se retrouver en enfer. Ils vont dire, eux-mêmes, ils ne savent pas. Il y a 110 personnes là. 3% disent que, eux ne savent pas. Eux n'ont rien à dire. Maintenant, il y a 33% là. Ça fait 1231 personnes. Elles disent que non. Que Nadi là, elle n'utilise pas le nom de Gbagbo pour faire sa prodada et puis se rendre importante. Mais la majorité, 64% des personnes, soit 2385 personnes disent qu'aujourd'hui là, Nadi Bamba utilise le nom de Laurent Gbagbo pour exister et pour se donner de l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que Laurent Gbagbo aujourd'hui est un objet manipulé, est un objet que ses partisans utilisent parce que eux-mêmes là, pris individuellement, ils ne représentent rien. Et donc là, ils s'accrochent à cette vilaine figure de Laurent Gbagbo pour exister. Mais quand tu leur demandes, toi-même là, tu es capable de quoi? Rien. Mais en fait là, c'est ce que je disais en début, c'est la culture de la médiocrité. Quand la médiocrité prend racine dans un pays là, et que des gens peuvent s'en inspirer là, c'est ça qui donne de telles choses comme les Nadi Bamba comme ça. Mais on est là, on vous attend. Les médiocres sur lesquels vous voulez prendre des exemples pour vous imposer à la Côte d'Ivoire là, on va mettre ça dans vos gorges et profondément. Sujet numéro 3. Les 10 pays les plus faibles en termes de puissance militaire en 2025. Vous savez que le classement militaire change chaque année. Ce n'est pas nous qui faisons les réalités. Et donc, on est obligé de venir vous les présenter. En 2024, la Côte d'Ivoire était 98e armée au monde. En 2025, les choses ont changé. Nous demeurons toujours à la même au même poste, mais de façon globale, dans tout le monde entier, on est la 102e ou 104e. Et pourquoi? Parce que en dehors de l'Afrique, il y a d'autres États qui se sont surarmés. Et ceux chez qui les armes ont été payées là, ils ont classé la Côte d'Ivoire 102e ou 104e. Je crois que c'est 102e. Et donc, ils ont reculé. Non, on n'a pas reculé. Seulement que les autres se sont surarmés, mais en dehors de l'Afrique. Mais quand on prend le contexte, quand on réduit du côté de l'Afrique, nous sommes la 17e armée de l'Afrique, la 2e armée de la CEDEAO et la première puissance armée francophone en Afrique subsaharienne. Ça, c'est resté intact. Maintenant, malgré qu'on leur a expliqué l'affaire des hélicos, les gens peuvent s'amuser à dire n'importe quoi. Mais la réponse qu'on a donnée là, je mets quiconque au défi de venir dire que c'est faux. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont parlé.
C'est moi, j'ai parlé, j'ai donné des noms. J'ai donné des noms d'entreprises. J'ai donné comment les choses se sont passées. Je ne vais plus revenir sur ça. Leur nouveau jeu qu'ils ont trouvé, la Côte d'Ivoire a loué des armes. La Côte d'Ivoire, le pays qui loue des armes. Bon, les armes qu'on a louées là. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui loue une maison devenir propriétaire de la maison, jusqu'à ce qu'on dit, il faut envoyer ton titre foncier, on va vérifier. C'est de cette même manière-là qu'on ait loué ces armes ou qu'on ne les ait pas louées là. Comment se fait-il que Global Power nous classe première puissance militaire subsaharienne francophone avec des armes louées? Comment se fait-il que Global Fire subitement tombe dans la corruption pour classer la Côte d'Ivoire 17e armée la plus puissante de l'Afrique et 102e armée la plus puissante du monde? Sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, avec les armements loués, eux ne savent pas les armes qui ont été payées et les armes qui ont été louées. Ça, là, si tu es un homme intelligent, là, ça doit ouvrir ton esprit. Tu vas te dire, ah, ce ne sont pas des armes louées. En réalité, comment le Global Firepower fonctionne? C'est une institution d'abord très sérieuse. Et c'est une institution qui prend au moins 40 facteurs pour juger l'indice de puissance de feu de toutes les armées. Et pourquoi on dise que tu sois dans ce classement-là? Là où les armes ont été payées, là, c'est là-bas ils vont vérifier. Ah, il y a tel pays qui a payé tel armement. Il y a tel pays qui a payé tel armement. Il y a tel pays qui a payé tel armement. C'est l'ensemble des armes payées là qu'ils mettent ensemble. Et puis maintenant, avec le professionnalisme et avec surtout aussi, j'ai dit il y a 40 critères. Quand tout ça s'est réuni là, c'est là que tu peux être dans ce classement-là. Et quand tu es dans ce classement-là, il n'y a aucun pays au monde qui atteint l'indice de puissance de feu parfait, qui est de 0,0000. C'est impossible. Mais, plus ton indice est proche de 0, ça veut dire que ta capacité militaire est bonne. Ça veut dire qu'elle est conventionnelle. Ça veut dire qu'elle est jugée forte. La dernière fois, on vous a parlé des puissances militaires en Afrique. Mais on va aussi vous parler des derniers de la classe. Ça veut dire les 10 armées les plus vauriennes de l'Afrique. On va aussi vous parler d'elles. La première armée, la plus nulle, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Ils ont un indice de puissance de feu estimé à 4,31. La deuxième armée la plus faible, c'est la Centrafrique, avec une puissance de feu de 4,23. Troisième, Somalie, 4,20. Cinquième, Sierra Leone, 3,97. Sixième, Libéria. Non, pardon, je me trompe. Le premier, c'est le Bénin, avec 4,31. Deuxième, Centrafrique, 4,23. Troisième, Somalie, 4,20. Quatrième, Sierra Leone, 3,97. Cinquième, Libéria, 3,77. Sixième, Gabon, 3,18. Septième, Madagascar, 3,6. La huitième armée la plus nulle de l'Afrique, c'est le Burkina Faso, avec un indice de puissance de feu de 2,97. La neuvième armée la plus faible de l'Afrique, c'est le Sénégal, 2,81. Et la dixième armée la plus nulle, c'est la Mauritanie, avec un indice de 2,79. Tout ça là, ce qui m'a intéressé là, c'est le rang du Burkina Faso. Vous êtes classé parmi les armées les plus nulles de l'Afrique. Et vous voulez nous provoquer, nous, la Côte d'Ivoire. Provoquez-nous seulement. Parce que trop parler, on dit ça donne Dagbé. Provoquez-nous seulement. Quand on va rentrer dans vous là, on va attacher votre Ibrahim Kaka là comme un chien là. On va l'attacher avec ça. On va attacher ses pattes là avec sa queue là. Et puis on va le traîner dans les rues de Ouagadougou là. C'est là que vous allez nous connaître. Vous, la Burkinabé, là seulement, là, amusez-vous avec nous. Le jour que vous allez vous amuser,
Soro Guillaume là, comme vous l'aimez là, pourquoi vous ne le prenez pas pour qu'il soit votre président? Le Burkina est parmi les armées les plus nulles de l'Afrique, avec un indice de puissance de feu de 2,97. Allez leur dire là-bas, s'ils ne sont pas contents là, ils n'ont qu'à aller frapper ceux qui ont fait cette analyse-là, le Global Firepower là, ils n'ont qu'à les frapper. Mais vous les Burkinabés là, s'il plaît à Dieu là, nous on va vous montrer votre totem. Nous on va vous apprendre à respecter les gens. Comptez sur nous. Les conneries dans lesquelles Soro Guillaume, comme vous êtes un peuple qui est bête, jusqu'à il peut manger son caca là. Ce que Soro Guillaume a fait à Diendéré, ce qu'il a fait à l'autre là, comment il s'appelle là, en 2015 aux autres là. Comme vous n'avez pas vu ça, vous voulez répéter les mêmes conneries. Mais si vous aimez Soro Guillaume là, prenez, vous allez le nommer président dans votre pays. Prenez, vous allez le nommer président de l'AES. Bande de malfaiteurs. Voilà des gens. Vous là, quand vous venez dans notre pays là, c'est pour devenir des braqueurs, des violeurs de femmes et des bandits. Malgré tout ça, on vous a supporté. Et aujourd'hui, vous voulez vous transformer. Des ânes aux dents carriées comme vous. Des ignorants cerveaux congelés. Mais vous les Burkinabés là, nous on ne va pas vous louper. On ne va même pas vous louper. Ah non, ce n'est pas tous les Burkinabés. Nous on ne cherche pas à savoir qui est bon, qui n'est pas bon dedans. Vous êtes tous même chose. Nous là, on vous a connu toujours à la 8e page d'Ivoire Hebdo. En tant que des bandits, des voleurs. On a ligné vos noms là-bas. Ivoire Hebdo. Quand nous 8e page, si ce n'est pas Ouedraogo, c'est Zongo, ou bien c'est Rasmane, ou bien encore c'est Korgobebego, ou bien encore c'est quelque chose comme ça là. Comment des gens peuvent naître avec pour projet de vie d'être des braqueurs, des voleurs et des violeurs? Ça, c'est vous, les Burkinabés. On vous a supporté avec tout ça. Aujourd'hui, là, on vous a nourri. On vous a mis dans nos plantations. Vous n'avez même pas été capable d'être de bons manœuvres. Des bandes de voleurs que vous êtes. Et chaque fois qu'ils veulent quitter la Côte d'Ivoire, c'est eux. Ils attaquent toujours leurs bienfaiteurs la nuit, ils volent tous les biens et puis ils s'en vont. C'était Ivoire Soir. Et ça ne vous fait même pas honte. Aujourd'hui, c'est vous, des voleurs, des trafiquants, qui voulez aujourd'hui taper vos poitrines devant nous. Avec un voleur qui vient prendre, tellement le vol, c'est une vertu chez vous là-bas. C'est le coup d'État que vous aimez, des braqueurs à la tête de vos pays. Et vous êtes fiers de cela. Vous n'avez même pas honte. Peuple indigne que vous êtes. Peuple chacal que vous êtes. Mais on vous attend. Vous avez vu le classement de la honte dans lequel vous êtes là. 8e armée la plus faible de l'Afrique avec un indice de feu de 2,97. Ça doit vous faire honte. Et si vous êtes si courageux là, pourquoi les djihadistes sont en train de couper vos queues chaque fois? Est-ce que votre Ibrahim Kaka là, il ne paye pas les djihadistes là pour qu'ils n'ont qu'à le protéger? Pour qu'il ne faut pas qu'ils vont l'attaquer? Allez à Bassar Logo. Est-ce que les djihadistes ne sont pas revenus encore faire deuxième Kassa Moulé là-bas? Peuple indigne que vous êtes. Au lieu de chercher à régler vos problèmes avec vos dents sales, puant, avec les colas que vous bouffez, on dirait des ânes, vous venez vous arrêter. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue maintenant votre projet. Mais vous là, quand on va vous attraper là, avec vos millions de Burkinabés qui sont dans nos champs, avec leurs odeurs de cafard là, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Bande d'indignes que vous êtes. Quand on se dit qu'on est un vrai panafricain là, on ne prend pas des Russes ou bien on ne prend pas des désespérés pour jouer les garçons. Si vous êtes garçon là, les djihadistes vous attendent là-bas, allez là-bas. Bande de voleurs, peuple de brigands que vous êtes. Sujet numéro 4. Le président Ouattara est allé en France. Il y a 2 semaines, on vous avait dit ça. C'est hier, il est parti, hier soir. Pourquoi il est allé là-bas? C'est ça qui nous intéresse. Nous, on ne comprend pas beaucoup français. On aime aller vite. Président Ouattara, tu es allé là-bas, pourquoi? Parce que quand tu regardes le moment où le président français est allé là-bas, là, les événements parlent d'eux-mêmes. Et donc, nous, on ne va pas venir ici pour perdre le temps, genre pour dire, il est allé en France, il est allé, il va dormir. Ça ne nous intéresse pas. Il est allé en France le 17 janvier 2025. C'est quel type de visite? C'est un séjour privé. Mais en même temps aussi, quand tu regardes les événements qui se sont passés et les événements qui vont se passer, ce n'est pas une visite privée simple. 1. Il a adressé à la communauté internationale qui sera candidat. Donc dans cette visite-là, ça c'est mon analyse, il veut maintenant que les gens lui disent ce qu'ils pensent. En privé, il veut maintenant prendre ce que les gens vont lui dire.
il veut écouter ce que les uns et les autres veulent lui dire. Et si vous avez toujours remarqué, quand le président Ouattara quitte la Côte d'Ivoire, qu'il va en France, là, quand il revient après, il y a des grandes décisions qu'il prend. Ça, c'est la remarque que moi, j'ai eu à faire. Et donc, c'est quoi? Chaque fois qu'il se retire, c'est pour se ressourcer. Et donc, les grands mots que les gens vont utiliser, c'est pour aller d'abord se ressourcer. Deuxième remarque, qu'on le veuille ou pas, cette visite en France aura des conséquences diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'il est parti le 17. Donc aujourd'hui c'est le 18. Dans 4 jours, c'est-à-dire le 22 janvier 2025, les Français seront obligés de donner officiellement, de transférer la base militaire française en Côte d'Ivoire. Elle va revenir aux Ivoiriens. Et donc tout naturellement, ce sujet-là sera abordé, pas de façon officielle, mais ça sera abordé. Et aussi, il faut ne pas oublier que le président de l'Angola, ça va en France aussi dans le même temps que le président Ouattara sera là-bas. Et je suis sûr que il aura aussi une rencontre avec Emmanuel Macron. Peut-être que ça ne sera pas officiel. Mais de ce côté-là aussi, il faut regarder les choses. Il y aura des discussions informelles sur la sécurité sous-régionale et aussi sur la nouvelle transformation que la relation militaire entre la France et la Côte d'Ivoire va prendre à l'avenir. Ce sont des choses qu'il faut observer. Ça ne s'est pas encore passé, mais quand on veut faire de l'analyse par anticipation, voilà un peu quelques questions qui attirent notre attention sur la présence du chef de l'État en France. Et donc aussi, la question aussi des élections en Côte d'Ivoire en octobre 2025, ça sera aussi une opportunité de faire des échanges stratégiques dans un cadre privé pour essayer d'avoir des idées beaucoup plus aiguisées, pour aussi se reposer et puis profiter de beaucoup de conseils et puis aussi beaucoup d'avis qui pourraient être utiles. Et donc nous attendons de voir la suite. Certainement que ce que je dis n'est pas une vérité absolue, c'est simplement de l'analyse par anticipation. Mais quand le discours officiel, après que le président soit rentré, à travers ce qu'on va entendre, on pourra encore parler de beaucoup de choses. Et la dernière chose qu'il faut dire aux uns aux autres, le soi-disant premier ministre du Mali était au Ghana avant-hier. Et comme je l'ai dit, nous n'accusons personne. Mais en même temps, ne pas être capable d'observer les événements, c'est faire la politique de l'autruche. Surveillons bien les dirigeants du Ghana. John Mahama Dramani a une posture, je ne dirais pas qu'il n'est pas clair, parce que chacun peut choisir ceux avec qui il veut faire affaire, mais en même temps, c'est trop précipité que ces putschistes-là étaient bien représentés à son investiture. Et quelques jours après, c'est le premier ministre du Mali qui le reçoit. Il n'y a rien qui est inquiétant. Et on ne peut pas dire, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec les putschistes-là, donc tout le monde ne doit pas être d'accord. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais nous sommes dans des relations entre États. Et les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Celui qui dit que John Mahama Dramani, s'il profite de la situation pour essayer de protéger son pays et sortir son épingle du jeu, celui qui l'accuse là, tu as perdu ton temps. Il n'a fait que ce qui est bon pour le Ghana. Mais en même temps, là où les choses coincent là, cette histoire de CEDEAO là, on ne peut pas être dans une organisation et puis chacun va jouer sa partition. Chacun va jouer contre la CEDEAO. Et les premiers pas de John Mahama Dramani, je n'ai pas dit que c'est une vérité, mais c'est ce que moi je pense quand j'observe. C'est quelqu'un qui ne sera pas correct. C'est quelqu'un qui ne sera pas correct. Et déjà, il est venu au Ghana. Il a annulé tous les passeports diplomatiques de ceux qui étaient là
avant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur politique. Et quelle était la politique de ceux qui l'ont précédé? C'était fortement en faveur de la CEDEAO. Et donc c'est sur les décisions et surtout sur ce qu'on voit qu'on pourra le juger. Et quand il a reçu le soi-disant premier ministre du Mali, ce qui a été dit en public, c'est qu'il veut renforcer ses relations multiséculaires de panafricanisme avec ces pays-là. Il veut aussi renforcer l'aspect commercial avec ces pays-là et aussi l'aspect sécuritaire. Mais ce qu'il oublie, est-ce que c'est la CEDEAO et les pays limitrophes du Mali qui ont coupé le cordon sécuritaire avec ces pays-là? Mais en essayant de fausser la donne, c'est vrai qu'il a intérêt à protéger son pays. Mais quand il va dans une démarche singulière, est-ce que ça ne diminue pas la CEDEAO? Est-ce que cette posture qui diminue la CEDEAO, est-ce que ça ne renforce pas les désordres? Et en plus de cela, il y avait aussi une cérémonie pour, je crois, Kwame Nkrumah. Les putschistes étaient bien représentés là-bas. Et donc, ce que j'ai dit dans un premier temps, sans sentiment, essayons de bien observer John Mahama Dramani. Parce que le Ghana que vous voyez là, chaque fois que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, ça arrange beaucoup le Ghana. Notre guerre là les a beaucoup arrangés. Si vous remarquez, les 5 pays limitrophes de la Côte d'Ivoire là, à l'ouest, il y a le Libéria, la Guinée. Au nord, il y a le Mali et le Burkina Faso. À l'ouest, il y a le Ghana. Si vous remarquez très bien, chaque fois qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire, ça arrange beaucoup le Ghana. Exemple, tous ceux, pendant la crise postérieure, l'argent volé là, c'est au Ghana, ils sont partis investir. Ça fait 1. De 2, lorsque Laurent Gbagbo était là, les champs de pétrole et autres là, il leur en donnait. Et donc là, le Ghana là, a toujours juré par l'instabilité en Côte d'Ivoire pour faire son bonheur. Et ça, c'est quelque chose que les Ivoiriens ne doivent pas oublier. Et depuis longtemps, je répète la même chose. Je n'ai pas dit que c'est une vérité qui s'impose, mais ceux qui veulent observer, observer correctement pour ne pas être surpris. On va terminer avec l'édito de Mère Blanc. Et après, en fonction du peu de temps restant, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « L'homme à qui rien n'a réussi ». Réflexion faite, Gbagbo n'a jamais su s'accommoder avec le succès. Tout son parcours de vie est chaotique. Avec son clan, je crois bien qu'ils avaient rêvé de faire pareil que le clan Kennedy, dans l'arrière-plan avec sa Marilyn Monroe, qui est devenue aujourd'hui son épouse, après un mélodrame à sa descente d'avion. Pauvre Simone, j'ai envie de dire. Ces jumelles sillonnaient le monde à la recherche de je ne sais quoi. Que le m'as-tu vu? Et pendant ce temps, le poids de la profession était en train d'écraser le gueulard. Et pourtant, ce n'est pas faute de faire des sacrifices. 2 milliards ont été ici donnés à un candidat à la présidentielle française, suivi d'autres énormités. Le jeune homme, Soro Guillaume, s'est tagué de l'insulter matin et soir. Et après, Gbagbo le prendra quand même comme Premier ministre. Tout cela pour se maintenir à la tête du pays. Il est aujourd'hui devenu l'ombre de lui-même. Il promène sa vieille carcasse Kainka. Finalement, le Gbagbo n'a été capable de rien. Et s'il marche avec tant de peine aujourd'hui, ce n'est pas faute de la prison. Il faut aller rechercher la raison de son état actuel dans d'autres exactions. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Merci et à bientôt. Merci à Mère Blanc. Et quand quelqu'un sème les conditions de son malheur, comme diraient les Ivoiriens, si tu fais champ de maïs là,
c'est Kabato qui va t'enceinte. Gbagbo, si tu fais champ de maïs là, c'est Kabato qui va t'enceinte. Ça là, ce qui t'arrive aujourd'hui là, nous on s'en fout. Ce qui t'arrive aujourd'hui là, si Dieu même veut, il n'a qu'à augmenter la puissance. Que je ne marche pas bien. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir bien marcher? Tes amis de ton âge là, eux marchent correctement. Tu as mal vécu, tu vas mal finir. Toi, Nadi Bamba là, tu penses que tu es une jeune fille. Si les gens te blaguent là, tu penses que tu es une adolescente. Faut aller prendre ton extrait de naissance, tu vas regarder ton âge dessus. Si c'est le pouvoir là, tu veux, et puis tu vas devenir mlemlé là, tu t'es trompé. J'ai dit, tu as tiré dans le vent. Ça sera collé sur vous. J'ai dit, ride là, ça va sortir comme ça. Tu vas comprendre. Bande de méchantes âmes que vous êtes. Voilà des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui ne peuvent rien apporter, mais qui veulent juste exister. Au nom de quoi? Parce que eux, il faut qu'ils soient là pour rien. Mais ça, c'est fini. Cette fois-ci, là, 2025, là, ce que vous voulez, là, on va vous conduire là-bas. Et moi, je le dis et je le répète. 2025, là, ça ne sera pas ce que le gouvernement va décider. Ça sera ce que vous, la population ivoirienne, voudrez que 2025 soit. Il faut imposer le respect à ces bandits, à ces brigands, à ces déviants, pour que notre société puisse se remettre sur les rails et que ceux qui sont des respectueux de la loi puissent vivre dignement et honnêtement. Mesdames et messieurs, il est 10h heure de New York. On va laisser 1 minute à tous ceux qui veulent se présenter pour prendre la parole. Il y a déjà une première personne qui s'est présentée, c'est Maman Ouragan. S'il y a d'autres personnes qui voudraient la parole, vous pouvez, si vous avez l'habitude de le faire, écrire simplement pour dire « je souhaite parler ». Et comme on a dit, en semaine, quand on est pris par le temps, on ne peut faire autrement que de dire la vérité. On n'a pas assez de temps. Donc, ceux qui voudraient la parole, signalez-vous rapidement. On va laisser 1 minute. Et donc, après ces 1 minute, les personnes qui seront présentes, c'est à elles que nous allons donner la parole en fonction du temps disponible. Donc, on va laisser jusqu'à ce qu'on soit à la 2e minute. Et puis, je vois déjà 2 personnes. Et en fonction du temps disponible et de ceux qui se seront présentés, on va faire avec eux. Demain, nous serons sur TikTok. Et ceux qui seront là-bas, tous les sujets qu'on a développés, les parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. On va aussi répondre en fonction de ce que nous savons. Et donc, c'est avec Mère Sali Kone et Maman Ouragan que nous allons faire le direct du jour. On ne prendra plus personne. Nous en avons pour 20 minutes. Et donc, on va laisser... il y a une 3e personne. Donc, ce qui change, on ne prendra absolument plus personne. Il y a Mère Djeneba qui s'ajoute. Donc, on va laisser... Ok. Donc, à chacune, ça fait une 4e personne. Et donc, on ne prendra absolument plus personne, s'il vous plaît. Et donc, il y a 4 de nos mères, c'est elles qui vont en parole. Et on va laisser 5 minutes à chacun sur les 20 minutes pour pouvoir fermer le direct. On ne prendra plus personne, s'il vous plaît. À part les 4 personnes qui se sont présentées. On ne prendra plus personne, on ne pourra plus le faire parce que ça va mélanger mon programme. Donc, tous ceux qui vont appeler, on ne vous prendra pas. On va faire avec les 4 personnes, Mère Fiona, Mère Djeneba, Mère Sali et Mère Ouragan. C'est avec ces 4 personnes-là que nous pourrons voler aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Okay. Ça va? Donc, on va vous laisser rapidement vos 5 minutes. Ok, d'accord. Donc, bonjour à vous et bonjour à toute la classe. Là où ça va, trop, c'est trop. Mes parents, campagne de déstabilisation contre les présidents des pays émergents en voie de développement dont le parrain est, oui, le parrain est ce qu'on pensait,
vient d'être dévoilée enfin. La taupe, l'infiltré, le balanceur, le traître, le gouillon, le médiocre, le jaloux, l'aigri, le haineux, l'envieux, le vaurien, tel père, tel fils, le serpent dans le pantalon, dans la poche de la CEDEAO. Vous avez deviné, chers parents, l'incapable, l'irresponsable, semblant d'inconscience, voleur sans effort de développement, de progrès, de démocratie, de sécurité et de paix dans son propre pays. Les nuls en mentalité, les nuls en moralité, les nuls en crédibilité, des indignes, des faibles, un pied dehors, un pied dedans. Des Yassine forts et Yadema qui n'ont jamais travaillé vraiment dans les intérêts des Togolais. Oui, des familles de dictateurs jaloux. Le poison de la CEDEAO, c'est eux. Parce que tout ce qu'on dit dans la CEDEAO, là, avant même que ça ne sorte là, le message est déjà rentré dans les oreilles des AES maudits là, malfrats, malfaiteurs, terroristes, djihadistes là. Vous comprenez? Donc tout ce que vous allez entendre là, les informations qu'ils ont déjà là, c'est grâce à Yassine Yadema du Togo là, le terroriste, le djihadiste de la base de merdier là, c'est lui. Mon éclairage, c'est bon pour le moment. Merci beaucoup, chère mère. Effectivement, on dit toujours que le ver est dans le fruit et la vermine au sein de la CEDEAO, c'est fort Yassine Yadema. On l'a toujours dit et ceux qui en doutaient, voilà, c'est en face de vous aujourd'hui. Et le dernier coup d'État qu'ils avaient voulu faire à partir du Ghana, là, je l'ai dit, je le répète, c'est au Togo, ils ont fait les réunions, ils ont fait les planifications. Je le répète, c'est au Togo, ils ont fait les réunions avec Sorogio, avec tout. Le Ghana n'était qu'un point de passage. Ils sont en complicité avec le Ghana. Et ça, là, il faudrait que ça vous ouvre les yeux. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, en tout cas, la vérité, là, elle choque. Et nous, on vous l'a dit. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end. Beaucoup de santé. Et frère, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de vie. Mathieu, on va écrire, on va écrire, on va écrire, on va mou, babo, Simono, plein bouteau. Chaque jour, on a un serpent dans le pantalon, on a un petit tiam, non? Ou on yo, un babo, yo, un coup d'état ici, oui. Depuis 1950, 1960, où le coup d'état ici, oui, elle est nous, c'est pas du bois bon. Ou c'est développement bon, ou c'est pas bon, ou c'est sécurité bon, ou bon, donc Côte d'Ivoire n'a pas pouvoir. Mais Glanaka est saignée, donc à doit y avoir des mots, baoui, à Kogi, nous non, normalement les choses se payent une. Nous se payent une Côte d'Ivoire. Et avant nous, nous écoutez les. Ah oui, mais à doya, il y a un développement, il y a un kawa, parce que il y a un négri, à payer. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour surtout de parler en langue parce que ça aide beaucoup et c'est ce que nous encourageons. Tous ceux qui le peuvent, parler en langue française là, c'est pas tout le monde qui comprend. Et vraiment, merci de persister là-dessus. Tôt ou tard, ça portera. Et vraiment, merci beaucoup. Mon éclaireur, c'est vrai que vous êtes pressé, mais c'est très important. Je vous en prie, les parents. On est nombreux. Ce n'est pas seulement les novices, mais les parents là, qui sont seulement avec éclaireur. Pardonnez, parlez vos langues. Cette langue au maximum, c'est bon, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on parle des guerriers, on parle des mauvais, des agnis, des bêtés, des atiers. Les gens parlent leur langue. Si vous êtes vraiment sur le direct d'éclaireur propriétaire, si vous êtes vraiment les élèves de la classe, je vous en supplie, cette langue au maximum là, ça va diversifier, tout ça va aider la population en Côte d'Ivoire. Parce que les histoires de clans là, c'est comme ça commence. Donc je vous en prie, parlez vos langues, c'est important. Juste le message pour leur dire que c'est Papa Ado qui envoie la paix, la sécurité et le développement en Côte d'Ivoire pour une vie meilleure là. Ça ne vaut rien seulement dans la langue. Je vous en prie, Éclaireur déjà dit tout. Éclaireur dit déjà tout. Pardonnez, je m'en genou. Merci, Éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de cette interpellation. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le français et nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons. Ceux qui parlent d'autres langues, venez ici, expliquez à vos parents pour qu'ils comprennent. La plateforme Éclaireur Pro Vérité est ouverte et quand les gens parlent en langue, on coupe et on met. C'est tout ça qui participe à la sensibilisation.
Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Mais Clarette m'a pas dit bonne guérison, hein. Tu as raison. Si, je l'ai dit. Si vous avez bien suivi, j'ai dit prompt rétablissement et bonne santé. Oui. D'accord, j'ai compris. Oui. Que Dieu nous donne tous la santé. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Okay. Allô? Allô? Oui, bonjour, oui, cher mère. bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. La famille? Ça va. Okay. Et ton côté là-bas, ça va, j'espère? Oui, ça va. Grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Dieu merci. Okay. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. All right. Bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. Et n'oubliez pas, demain c'est TikTok. Donc, on pourra dire tout ce qu'on veut là-bas. Et Maman Ouragan, excellente santé à toi. Bonne guérison à toi. J'ai cru que c'est B52 qui t'avait confisqué. Déjà, lui-même, il passe même pas là-bas. Il t'a dit, oh, faut chercher bon mari. Hein. Ok. Donc, porte-toi bien vraiment, que Dieu te garde dans la santé et que tu nous reviennes toujours aussi forte, comme d'habitude. Merci. Déclareur, moi, le président du Ghana, John Dramani, lui-même, il sait qu'il n'a pas intérêt à venir contre Papa Addo. Parce qu'un Bolé et Kong, là, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. Dans la vie, là, les gens qui disent que Dieu n'existe pas dans la politique, là, si Dieu n'existait pas dans la politique, là, vous pensez que Dieu est partout. Tout ce qu'on fait là, Dieu est dedans. Mais quand tu bois l'eau, là, Dieu est dedans. Voilà. Donc, ce que moi, je vais dire au Ghana, moi, je me dis que c'est putschiste. Comme c'est un nouveau président élu, c'est vrai, lui peut partir. Mais ce qui est sûr, nous, on est là, on attend, on va voir. Voilà. Vraiment, merci l'éclaireur. Et ce que je vais dire à M. Gbagbo, tes mots de tir là, ce sont nos parents que tu as tués là, ce sont eux qui attrapent les tirs. Ils vont attraper tes tirs là jusqu'à la fin de tes jours, Inch'Allah. Parce que dans la vie là, quand tu es mauvais, Dieu te donne la chance de te ressaisir, de te repentir, que tu refuses de te repentir là. Lui-même là, il fait son travail. Voilà. Et toi, Nadi là, tu es notre génération, hein? Oui. Tu as rentré en politique que tu es en train de faire là. Que Dieu nous donne tous santé, longévité. On va t'arraper sur ce chemin-là. Comme c'est comme ça, tu veux faire ta politique. Viens, on t'attend. Merci l'éclaireur, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa et de tous ceux qui l'entourent. Et bon voyage à notre très cher papa. Que Dieu te couvre, qu'il te ramène sain et sauf comme il t'a envoyé là-bas. Ok. Donc vraiment, que Dieu protège nos forces de l'ordre aussi, qu'il les multiplie, comme j'ai dit, avec ses anges, et qu'il continue de nous donner la sécurité. Nous, tout le monde, moi, je suis pressé maintenant octobre là, dans la cabine. Si était Dieu, il allait tirer ça pour te poser. Et puis tout ça va envoyer dedans. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et très certainement, octobre viendra et tout le monde sera là. Ce n'est pas sur Internet. La réalité, ça sera sur le terrain. Et donc, aux populations, ça ne sera pas la fin du monde. Mais c'est à nous de décider, en montrant aux criminels qu'on ne va pas accepter qu'ils prospèrent. Merci à la Côte d'Ivoire de la dignité. Merci à vous-même, chère mère. Merci à tous ceux qui animent la plateforme. On va vous souhaiter un excellent week-end et surtout un bon travail. Et merci beaucoup. Merci infiniment et bon week-end à tous. À vous pareillement. Merci. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, éclaireur. Je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va plus mieux. Ah, d'accord. Okay. Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de me donner la parole. Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je suis un peu ce que la mère Ouragan a dit. Concernant le Bénin. Les Béninois n'ont jamais aimé, en fait, le président Ouattara. Je pense que c'est le Togo. Le Togo. Pardon? Le Togo. Ah, le Togo, ok. Le Togo. Ils n'ont jamais aimé le président Ouattara parce que j'ai l'impression que vu que eux aussi les présidents là, ça a été une génération en génération. Si je me trompe, éclaireur, tu me rectifies. Hein.
Voilà, donc eux, ils ont à peu près, je pense, le même esprit en fait que les gens de le putschistes là. Voilà, ils veulent rester au pouvoir, faire ce qu'ils veulent et sans avoir de compte à rendre à quelqu'un en fait. Voilà. Et, alors que le président Ouattara n'est pas dans cette mentalité-là. Lui, il marche avec la loi. Voilà, il est droit. Voilà, il fait tout pour le bien de sa population ainsi que de son pays. Donc, ça fait qu'ils ont une jalousie qui ne dit pas son nom. Ils se cachent sur le fait que, soi-disant que ils veulent pas que les Européens, surtout les Français, viennent s'immiscer dans les choses des Africains. Eux, ils veulent leur souveraineté. Comme vous savez, hein, le mensonge des soi-disant panafricains, voilà, les profiteurs des pays africains là. Voilà, ça c'est leur chanson ça. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas que tous ces manigances là se fassent dans ces pays-là. Donc, franchement, éclaireur, merci encore, merci et merci toujours de nous avoir éclairé les manigances des opposants, des soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire. Nous avons montré que ces personnes-là sont là pour uniquement pour le profit de la Côte d'Ivoire. Vos chers Ivoiriens, maintenant, là, vous n'avez plus le droit de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous devriez tous savoir que notre seul ennemi, là, l'ennemi de la Côte d'Ivoire, là, l'ennemi des Ivoiriens, là, ce sont les soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire qui veulent tout faire, qui ont tout fait pour vendre la Côte d'Ivoire aux gens, au pays d'à côté, au pays ennemi. Ils s'associent même avec le diable pour que la Côte d'Ivoire puisse couler. Ils ont déjà pillé la Côte d'Ivoire. Ils ont même pris encore crédit encore sur la tête de la pauvre Côte d'Ivoire. Ah, franchement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait pour mériter ça? Heureusement que il y a les dignes fils et filles, comme la classe éclaireur pro-vérité. Et monsieur l'éclaireur pro-vérité, notre professeur, pour éclairer la lanterne de nous les Ivoiriens qui ne connaissons rien dans ce qui se passe. Merci beaucoup éclaireur. Que Dieu te donne longue vie, que Dieu te garde longtemps sur nos têtes là pour nous éclairer. On a besoin de ça. Que Dieu protège le président Ouattara au milieu de tous ces vautours là. Au milieu de ces sorciers là qui l'entourent, les pays aux alentours. Le Ghana aussi qui est là. On ne sait pas dans quel jeu ils sont en train de jouer. Franchement. Comme on le dit, les putschistes, là, c'est des gens, en fait, ils aiment bien aller partout. Hein. Quand un nouveau président vient d'être nommé, là, ils aiment bien aller à côté de cette personne-là pour savoir comment la personne réfléchit, parce qu'ils sont à la recherche des complices. Donc, ils vont aller tester là-bas aussi. Si lui aussi, il a la même mentalité comme eux, là, ils vont pouvoir profiter aussi de cette personne-là pour gagner, pour manigancer leur sorcellerie envers la Côte d'Ivoire, comme toujours, hein. Voilà, donc voilà quoi, que Dieu garde la main sur les choses, sur notre pays, que Dieu protège les Ivoiriens, que Dieu fait que voilà, on puisse tous s'entendre et puis marcher derrière le président Ouattara pour le soutenir, pour pouvoir protéger notre pays envers ces criminels-là. Que Dieu protège nos forces de l'ordre encore, que Dieu protège, Dieu donne la santé, la baraka à tous les Ivoiriens, pour que voilà, les choses se passent très bien, que notre Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire reste telle qu'elle est, qu'elle continue d'évoluer grâce à notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis à demain sur TikTok. Merci beaucoup encore, monsieur l'éclaireur pro-vérité, pour toutes ces informations que tu nous apportes pour nous éclairer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour ces paroles. Merci surtout pour ces bénédictions. Et espérons que les gens prendront conscience et qu'après la prise de conscience, les gens prendront des actions concrètes. Parce que pour se libérer, il faut forcément agir. Et c'est ce qui manque aux Ivoiriens. Beaucoup ne comprennent pas, et ceux qui comprennent n'agissent pas. Et donc, c'est en agissant dans la compréhension que nous allons atteindre des objectifs. Et vraiment, merci. Continuons ce combat-là, parce que tôt ou tard, ça portera un jour. Vraiment, merci à vous-même. Merci du temps que vous consacrez à l'émission. Merci des efforts consentis. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De même pour vous tous aussi. Merci. Au revoir. Merci infiniment.
Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, éclaireur, je vais très bien, merci de me donner la Il parole. n'y a pas de problème. Ok, alors je salue tous les élèves de la classe, tous ceux qui nous écoutent. Alors, éclaireur, moi j'ai envie, c'est vrai que dans la semaine il y a eu beaucoup d'événements, mais à chaque fois il y a un événement qui attire mon attention, c'est le discours du chef d'état-major, le discours de vœux du chef d'état-major qui est très rassurant, très posé, très limpide. Pour dire quoi? Pour dire que vraiment on ne va pas lésiner sur les moyens. Et je pense que le chef d'état-major, c'est la deuxième fois qu'il fait un discours et qui me rassure. Et lorsqu'il a répondu au général putschiste Tiani, moi j'ai été très 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 contente parce que on se dit quoi? On se dit que la récréation est terminée. Il faut maintenant durcir le ton. La fermeté est de mise. Et éclaireur, je voudrais ajouter à la date du 13 janvier et à deux autres dates, parce qu'il y a eu aussi TBO qui était sorti, qui avait fait une interview, qui avait accordé une interview à Jeune Afrique et qui avait lui aussi, on dit la grande muette, ça ne parle pas beaucoup, mais qui lui aussi avait mis en garde. Et à cette date de juillet 2024, j'ajouterai aussi une autre date, août 2024, où TBO qui était en train de répondre à Hubert Oulaï pour leur dire quoi? Pour dire à l'opposition que vous faites des menaces, mais en tout cas, nous sommes le dernier rempart. Et donc, vos menaces ne passeront pas. Et donc, je pense que TBO et le chef d'état-major se rejoignent sur le discours. Et donc, vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous rassure. Donc, il est temps que la grande muette ne soit plus muette, qu'elle sorte et qu'elle mette en garde. Parce que on ne peut pas laisser continuer des menaces qui vont aboutir à des chaos, à des soulèvements populaires. Donc je pense que là-dessus on est d'accord et vraiment que Dieu bénisse l'armée de Côte d'Ivoire, que Dieu protège l'armée de Côte d'Ivoire, parce que effectivement c'est le dernier rempart qui est là pour protéger les Ivoiriens. Vraiment éclaireur, je vais pas être long, on a assez empiété sur votre temps. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, chère mère. Merci à vous-même. Merci pour ce message qui est aussi clair que bien émis. Malheureusement, l'ennemi en face pense que c'est un jeu. Or, si vous remarquez très bien, la question que tout le monde devrait se poser, pourquoi aujourd'hui le gouvernement veut adopter une posture de fermeté? C'est parce que pendant trop longtemps, on a joué avec une situation. Aujourd'hui, le gouvernement ne serait-il pas devenu radical? Et donc, de quelle faute peut-on accuser ceux qui sont toujours restés radicaux comme nous autres? Parce qu'on savait qu'on a des sauvages pervers en face qui ne changeront jamais. Mais en plus même de ce que le chef d'état-major et les ministres ont pu dire, moi j'insiste, vous les populations, nous les populations, ne laissez personne jouer avec vos vies. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller attaquer quelqu'un. Mais vous connaissez déjà l'intention de ces malfaiteurs. C'est d'attenter à vos vies. Tout ce qui peut protéger vos vies, là, prenez ces dispositions-là contre eux. Ça, ce n'est pas un message qui est difficile à comprendre. Ne pas le faire, ce n'est pas avoir du respect pour sa propre vie. Ne pas être capable de protéger son bien, c'est être l'homme le plus bête. Avant d'attendre les autres, là, vous-même, la protégez-vous. Se protéger ne veut pas dire attaquer. Mais celui qui t'attaque, là, il faut le neutraliser sur le champ. Sans état d'âme. Ça va encore leur permettre de comprendre que l'heure de l'amusement est terminée. Il n'y aura pas de justificatif pour dire non, s'il y a telle chose, comme hey, ce temps-là est terminé. De la manière, eux sont déterminés à mettre le pays à feu et à sang là. C'est comme ça que nous, on est déterminés à protéger nos vies. C'est comme ça qu'on est déterminés à protéger notre nation. Et il faudrait que pour une fois, là, on mène ce combat pour une fois. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Ok, merci éclaireur. Et puis je dis bonne soirée à tout le monde, bonne fin d'émission. Merci. Beaucoup, demain, rendez-vous sur TikTok. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Merci.
Alors? Allô? Oui, bonjour le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère Clara, je vais très bien chez Ok, vous. oui, ça va. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Je vous remercie de me donner la parole. Conformément à ce que vous avez dit sur la sous-région, bon, aujourd'hui, CEDEAO, AES, bon, on voit, la CEDEAO même depuis pratiquement un bon moment, il y a des dirigeants qui ne jouent pas franc jeu, notamment le Togolais. Le Togolais Faure Yadema, il est le parrain de l'AES, c'est pas caché aujourd'hui. Et on est dans un contexte aujourd'hui où chaque pays est amené à compter sur soi-même plutôt que de regarder de gauche à droite. La Côte d'Ivoire, nous savons aujourd'hui, les voisins représentent plus une menace, d'autant plus qu'ils sont contre. Pour sa survie, sa sécurité et sa stabilité, la Côte d'Ivoire est amenée à compter sur elle-même et ses partenaires occidentaux puis asiatiques. Voici pourquoi chaque jour nous n'avons cesse de dire en interne, il faut mobiliser les militants. Les militants qui constituent même le bouclier du pouvoir, ce sont ces mêmes militants-là qui sont allés au four et au moulin pour prendre le pouvoir et le ramener. Dans ce cadre-là, je l'ai toujours dit, il faut continuer à mobiliser les militants, plus précisément dans le Grand Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo, à Ferkessédougou, à Abangourou, à Daloa, Gaïwa et Man. Il y a aussi San Pedro. Je cite les villes, c'est pas par hasard en fait. Il faut que le parti donne de sa vivacité pour remettre les troupes. Quand je dis les troupes, il s'agit des militants en ordre de bataille dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Kourogo, Ferkessédougou, Abangourou, Daloa, Man, Gaïwa et San Pedro. C'est important parce que l'opposition en général, pour pouvoir faire des troubles ou bien perturber la quiétude des Ivoiriens, essaie dans ces villes-là de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, il faut remettre les militants en ordre de bataille. Toujours, j'insiste là-dessus. Et comme je l'ai dit, en interne, nous devons compter sur nous-mêmes, mais la Côte d'Ivoire a des partenaires occidentaux et asiatiques. Aujourd'hui, on ne peut vraiment plus compter sur un pays africain pour dire, lui là, voilà, en cas de problème, va venir en aide. Non, d'autant plus que même chacun a déjà ce problème. Diplomatiquement, on peut coopérer avec certains pays, on peut s'accorder sur certains points de vue, mais pour ce qui concerne la politique intérieure, la stabilité, la quiétude, la paix sociale, la sécurité, ah oui, chaque pays devra prendre ses responsabilités maintenant. Donc c'est pour cela, il reste vrai, quand vous prenez une organisation internationale comme l'OTAN, qui agit plus précisément dans les pays européens et d'Amérique du Nord, il reste vrai que, en tant qu'Africains, selon leurs règles juridiques, ça ne peut pas être évident pour la Côte d'Ivoire d'adhérer au sein de l'OTAN. Mais je répète, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit s'attacher et s'associer les services de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il faut établir des partenariats aujourd'hui avec l'OTAN pour renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire. Ça, il le faut. Voilà. On ne peut vraiment plus compter aujourd'hui sur un pays africain, d'autant plus que quand on voit ces pays-là, le Mali, le Burkina, le Niger, qui cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, et en complicité même avec le Togo, mais aujourd'hui, on ne peut que vraiment compter sur soi-même et surtout mettre la vigilance à un très haut niveau. Donc, c'est vrai, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a la Chine, il y a le Japon,
avec lesquels la Côte d'Ivoire coopère, mais au niveau de la sécurité, la défense, il faut se rapprocher davantage de l'OTAN. Parce que chacun est amené aujourd'hui à assurer sa défense et sa sécurité. Et la Côte d'Ivoire, pour y arriver, a besoin de ce partenaire très stratégique dans le monde. Je vous remercie. Merci infiniment le concurrent. Merci de ce que vous avez dit. C'était tellement bien posé. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose. Ce que vous dites aujourd'hui, le partenariat avec l'OTAN, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement. Et ça, je m'explique rapidement. Géostratégiquement parlant, ça veut dire la géographie et la stratégie, quand tu les mets ensemble, les Occidentaux comprennent aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest, là, c'est une zone qui regorge des ressources naturelles. Et tout le monde sait que c'était le précaré français. Si aujourd'hui les Russes ont pu faire une percée et qu'ils ont cela, ça n'arrange pas forcément les Occidentaux. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'ils ont intérêt, eux, à ne pas être présents sur la scène? La réponse est non. Et donc, à partir d'où vont-ils exister? C'est là que ça devient intéressant. Ils ne peuvent exister qu'avec les pays qui veulent collaborer avec eux. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays. Et donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas dans un intérêt à sens unique. Nous voulons la sécurité dans nos pays, avec notre survie, mais eux, ils ont besoin d'exister. Parce que la pire chose en politique, c'est ne pas être présent. Quand on est en politique, la chaise vide, c'est le pire qu'il faut commettre. Et donc, c'est comment maintenant amplifier cela. Au-delà de tout doute raisonnable, comme dirait quelqu'un d'autre, c'est ce qui pourrait peut-être gêner certains. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'est pas gênée. On a négocié avec les Américains. Il y a des bases qui sont installées, américaines qui sont installées au nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne gêne personne. Actuellement, les Américains travaillent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne gêne personne. Et donc, c'est comment amplifier cela pour que ça quitte même. Le doute n'a qu'à quitter. Sinon, c'est déjà. Mais pour que le doute même n'a qu'à quitter là. De la même manière que certains peuvent négocier avec les Russes, c'est comme ça aussi, sans doute, que nous aussi nous négocions avec les Occidentaux. Et donc, prions Dieu pour que les choses soient beaucoup plus évidentes et que le pays reste en paix et en sécurité. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent week-end. Mais comme vous le dites toujours, l'heure de la distraction est terminée. Il faudrait que le parti s'en rende compte. Le parti a beaucoup frustré les militants. Moi, je dis les choses simplement. Le parti RDR, RHDP, une fois arrivé au pouvoir, a beaucoup frustré les militants. Arrangez-vous. Les villes qui ont été citées là, ce sont des villes très stratégiques. San Pedro, Daloa, Gagnoa, Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan, tatata. Faites beaucoup attention. Ce que Sundiata ne dit pas là, ce sont des zones là qu'ils vont infiltrer. Sinon qu'ils ont déjà infiltré. Si vous n'avez pas la bonne collaboration de vos militants, les choses ne peuvent pas être toujours faciles. Tous les actes qui peuvent frustrer les militants, que les animateurs du parti là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Même si tu ne me fais pas du bien, il ne faut pas me faire du mal. Les actes qui frustrent les militants là, 2025 là, ce n'est pas une année où il faut faire ça. On espère que vous comprendrez. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. On va vous souhaiter un excellent week-end. Et que de bonheur à la famille et vous-même. Merci beaucoup, excellent week-end, bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne et c'est avec elle que nous allons fermer le direct de ce jour. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher Aîné. Comment allez-vous? Oui. Allô? Oui, comment allez-vous, cher Aîné? Non, je sais pas. Comment allez-vous? Allô? Oui, nous, on vous entend ça va. Ok, nous, on vous entend parfaitement.
Ah, Dieu merci, Ok. Dieu merci. Et la santé? Ça va, Dieu merci, j'ai vraiment fait des grands bons, Ok, Dieu merci. Et que Dieu encore mais puisse comme augmenter, c'est... que fasse Dieu que Amin, la Inch'Allah. ouais, effectivement. Amin, Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, Merci vraiment pour votre service, en tout cas votre courage. Merci beaucoup. Je salue tout, je souhaite la santé à tout le monde. Que Dieu renforce la santé de tout le monde. Je remercie tout le monde pour la pensée vraiment fraternelle que vous avez eue à mon égard. Vraiment, ça m'a énormément touché. Et je me suis senti, en tout cas, ça m'a remonté le moral, quoi. Merci beaucoup. mais les EPV, c'est une Alors, grande famille. comme Hein, on donc, a- Ouais, allô? les EPV, c'est une grande famille et c'est la moindre des choses. Effectivement. Vraiment, c'est ce qu'il aurait fallu faire. C'est ce que je peux Merci dire. beaucoup. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Éclaireur, j'écoute de temps en temps les émissions, Mhm. surtout pour les événements qui s'accélèrent. Je voudrais dire que, et vraiment, si nous avons accepté de suivre le président de la République, il ne faut pas oublier que nous avons pris le manteau le plus lourd en termes de responsabilité et le manteau le plus honorable qui permet à un individu, n'est-ce pas, d'être fier de soi-même. C'est-à-dire le mot que lui-même a sorti de sa propre bouche, de sa bouche honorable. Quand il dit, je suis en pleine santé et je suis désiré de servir mon pays. Tout est dit. Nous sommes dans une activité de service. Nous voulons servir notre pays. Nous voudrons faire de notre pays un pays modèle. Nous sommes en train de construire un modèle social. C'est très important, chers frères et sœurs, de le comprendre. La Côte d'Ivoire est en train de bâtir un modèle social qui va faire cas d'école. Et c'est pour cette raison que toute forme d'ennemi, en tout cas, surgit sur la route. C'est à nous de résister. J'ai commencé personnellement à faire des enquêtes indirectes sur le terrain et je reçois des informations qui me donnent froid dans le dos. Rassurez-vous, nous sommes en train de gagner une grande bataille. Je le disais il y a un peu longtemps que la Côte d'Ivoire est dans un piège. La Côte d'Ivoire était dans un piège et Dieu a donné la raison à la Côte d'Ivoire en faisant venir au pouvoir un de ses fils nobles qui est plein d'amour pour son pays. Et les gens n'aiment pas. Nous allons voir des surprises qui vont nous dépasser. Yacine et Adema est dans son rôle. Ceux qui sont au Burkina Faso sont dans leur rôle. Le Mali également, le Niger. Mais ne leur prêtons pas le flanc de faire du mal, si peu soit-il, à leurs ressortissants. Sauf ceux qui, en tout cas, s'affichent pour dire qu'ils en veulent à la Côte d'Ivoire à mort. Et ceux-là, ils nous donnent le droit de les attaquer. Donc je pense, et avec certitude d'ailleurs, pour les informations qui me parviennent, le pays est tellement bien géré. Vous avez la fois dernière évoqué cette histoire d'arrestation de chargement de café qu'on fait sortir de la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu l'information sur le terrain, cela a été possible par dénonciation. Donc c'est pour vous rassurer que les populations commencent à coopérer fortement.
Et c'est pour cette raison qu'ils accentuent la politique d'abêtissement de la population. Ils veulent empêcher les gens de réfléchir, alors que le gouvernement fait le contraire. C'est un travail extrêmement difficile, mais qui vaille la peine. Que chacun des EPV appelle les membres de sa famille pour parler avec eux, pour leur dire voilà la situation et voilà les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour ne pas être en déphasage avec la politique du gouvernement. Dramani, je voudrais vraiment appeler les EPV d'être très prudents, de le laisser, n'est-ce pas, lui-même se dévoiler, parce qu'il ne peut pas résister devant la stratégie du RHDP. S'il est de l'autre côté, le voile sera levé. J'en suis très persuadé. Donc je suis vraiment en phase avec vos communications, et je suis, même si mes forces ne sont pas au top, mais j'essaie de m'efforcer pour vraiment suivre. Tout est bien dit, mais ce que je veux qu'on maintienne et que nous pouvons perdre, c'est de ne pas nous laisser envahir par l'émotion, mais plutôt garder de la fermeté et de ne pas changer de cap. Je vous assure, autant que je vous le dis, je le dis à moi-même, parfois j'ai l'envie de vraiment décider des choses personnellement. J'ai même, à mon humble niveau, donné des instructions dans mon village et aux alentours par rapport à la pénétration des étrangers dans notre aire géographique. C'est très important. Nous sommes en train de résoudre un problème extrêmement pointu dont souffrait la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et donc, nous allons vraiment souffrir énormément, mais au bout du processus qui n'est pas aussi long, nous allons gagner la bataille. La Côte d'Ivoire est faite pour aller très loin, mais je voudrais m'arrêter là, parce que je ne veux pas prêter le flanc à des interprétations fantaisistes. Nous devons garder le cap, observer le président, et s'il y a des recommandations à faire au gouvernement, utiliser de plus en plus les canaux les plus sûrs, officiels, mais secrets, pour pouvoir aider nos populations à avancer. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est une vraie guerre qui est engagée. C'est une vraie guerre qui est engagée, mais c'est maîtrisé. Sinon, ce processus d'armement dans lequel la Côte d'Ivoire s'est engagée ne s'est pas fait de façon irréfléchie. C'est parce que la situation est bien sous contrôle. Et tout est prévu parce que nous nous attendions à tout ça. Voilà, le pillage de nos richesses, ça fait partie aussi de cette guerre-là. C'est une vraie guerre sous-régionale. Il y a des complicités, des ramifications un peu partout. Mais nous allons gagner la guerre. Et nous l'avons déjà gagnée. Je ne voudrais pas aller plus loin, parce que je continue toujours personnellement de faire des enquêtes de terrain à travers des amis sur le terrain. Voilà, et je pense qu'au fur et à mesure que les élections approchent, nous allons voir pas mal de choses, mais c'est tout à fait normal. Les gens ne font pas de la politique, les gens sont dans la haine, ils sont irresponsables, incapables de prendre en charge les réalités de leur pays et de les adresser au point d'apporter des solutions idoines. Ils jalousent quelqu'un qui, en tout cas, est de très loin le meilleur. Et nous allons protéger cela. C'est notre combat, je le répète encore, même au prix de nos vies. Donc, on va continuer à pilonner. On va continuer, n'est-ce pas, à leur montrer que nous ne dormions pas depuis longtemps. Peut-être que c'est eux qui dormaient. Et nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons pourquoi nous portons notre soutien total au président de la République, qui est digne de confiance. Qui est digne de confiance. Il est arrivé ici à Paris
ce n'est pas des visites gratuites. C'est parce qu'il fait vraiment, il est dans un projet qui est plus haut, en tout cas, que même la Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous aide. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas faire échapper, en tout cas dans mes paroles, de ma bouche. En tout cas, c'est un secret que j'ai actuellement. Et je suis persuadé que la lutte va être farouche. Mais un des nôtres a dit que personne ne doit sortir. Je recommande au gouvernement de surveiller les sorties et les entrées des gens. Cette fois-ci, personne ne doit sortir. Voilà. Personne ne doit sortir. On va mettre fin à cette chien-lit. En tout cas, cette fois-ci. Merci, c'est le peu que je peux dire. Au risque de me trahir moi-même. Et de trahir aussi certaines confiances. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci pour ce que vous avez dit. Et avec votre permission, je vais expliquer ça simplement en 2 ou 3 minutes. Ce que le père est en train de dire là. Imaginez-vous, quand Bédié était au pouvoir, est-ce que les étrangers, malgré que Bédié les torturait, est-ce qu'ils étaient contre lui? Non. Est-ce que vous les avez entendus crier pour insulter Bédié? Non. Quand Gbagbo est venu là, il a brûlé les étrangers, il a fait tout ce qu'il pouvait. Est-ce que les étrangers ont lutté contre lui? Est-ce qu'ils pouvaient l'insulter? Non. Alassane Ouattara qui est venu, qui les protège et qui les a protégés. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils se mettent ensemble pour lutter contre lui, pour faire rentrer des armes dans le pays pour lutter contre lui? Quand tu es un homme normal, quand tu t'assois, tu regardes. Au moment où Bédié les maltraitait là, Bédié prenait l'argent et les intérêts de la Côte d'Ivoire pour les investir au Ghana et au Togo. On va vous expliquer simplement les choses. Au moment où Gbagbo les martyrisait là, Simone Gbagbo prenait l'argent du pays pour aller investir au Bénin, au Ghana, en Angola. Chers parents, tout le monde, tu peux tout trahir, mais tu ne peux jamais trahir ton intérêt. Même quand tu meurs dans ton intérêt là, tu ne regrettes pas. C'est pourquoi les étrangers se faisaient brûler en Côte d'Ivoire. Ils se faisaient maltraiter au temps de Bédié et de Gbagbo, mais ils ne pouvaient pas crier parce que c'était le moment où ils gagnaient gros. En ce moment-là, c'est que vous voyez que les gens les tuaient, les gens les maltraitaient là, ils gagnaient gros. Parce que leurs parents là, ça permettait à leur pays de devenir fort. Aujourd'hui là, quand le président Ouattara est venu au pouvoir, il a constaté que il y a tout un monde de réseaux qui est créé. Il y a toute une toile de réseaux d'intérêt qui est créée, puis c'est versé, c'est comme filet des pêcheurs là, et puis c'est versé sur la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es dans un filet, tu fais comment? Tu dois chercher à sortir. Mais ceux qui ont le filet là, est-ce qu'ils vont te laisser sortir? Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les étrangers, surtout les Africains, surtout les pays limitrophes, sont contre la Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara, ayant constaté ce jeu politique qui est fait sur le dos des Ivoiriens, en complicité avec les étrangers, tous ceux qui vous disent qu'ils n'aiment pas les étrangers, pourquoi aujourd'hui c'est eux qui aiment les étrangers? Et aujourd'hui, c'est même les étrangers que Ouattara a défendu le combattre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on vient de mettre à jour que eux, la Gbagbo, avec les Bédié là, la complicité qui est entre eux et puis les étrangers là, on les a forcés aujourd'hui à mettre ça au grand jour. Et c'est pourquoi ils veulent tous combattre aujourd'hui le président Ouattara. Alors que hier, on nous disait que c'était le président Ouattara. En fait, là, les gens vous disent une réalité, mais vous trompent avec une autre réalité. Ils vous disent que c'est Ouattara qui était là pour défendre les étrangers, mais aujourd'hui, c'est eux qui s'ajoutent aux étrangers pour combattre Ouattara. Ça doit vous amener à réfléchir pour comprendre. Mais ce piège-là, comme le dit l'aîné, c'est à nous-mêmes d'être durs. Si on vous ment que ces gens-là, ils ne vont pas essayer quelque chose, je vous ai dit ça. Ils vont essayer quelque chose. Mais nous, on sera prêts jusqu'à quel niveau? Toi qui m'écoutes là, tu seras prêt jusqu'à quel niveau à apporter la réplique? C'est là aujourd'hui que la question réside. Sinon, dire qu'ils ne vont pas essayer de faire quelque chose pour vraiment essayer de prendre le contrôle total de la Côte d'Ivoire. Ça, ils vont l'essayer avec une attaque ou même des attaques. Ne vous trompez même pas. Mais nous là, on sera prêt jusqu'à quel niveau pour encaisser et puis retourner la réplique. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Et donc là, l'heure n'est plus à avoir peur. L'heure n'est plus à se poser des questions. Qu'est-ce que mon avenir devient? Ton avenir sera la capacité de courage que tu vas prendre pour aborder les événements.
Et donc, soyons prêts. Et nous avons gagné. Et nous gagnerons cette guerre-là parce que un enfant qui est né dans un mariage, qui a reçu les bénédictions de ses parents, ne peut pas être l'égal d'un enfant qui est né hors mariage et qui n'a pas de ressources en termes de bénédiction. Et donc là, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Il n'y a pas d'homme qui n'est courageux. Mais c'est quand tu arrives à vaincre ta peur qu'on dit que tu es un homme. Et c'est ce que Ouattara nous a toujours montré. C'est ce que le président Ouattara a toujours symbolisé. Dans le silence. Mais le silence n'est pas une faiblesse. Qu'est-ce que nous allons faire pour les intérêts de nos enfants, pour les intérêts des avenirs? Parce que chaque peuple mérite de vivre dignement sur son territoire. Cher René, merci d'avoir fait ressortir indirectement ces questions-là. Et je vais vous laisser en 2 minutes l'opportunité de nous faire la conclusion. Merci éclaireur pour tout. Et que Dieu nous garde longtemps ensemble. Que nous soyons là, n'est-ce pas, pour accompagner notre pays. Je crois que c'est ça qui sera le salaire le plus grand que nous aurons eu dans cette lutte. Montrer à la Côte d'Ivoire, en tout cas, honorer notre pays et lui montrer que nous allons toujours nous battre pour son éclosion, son développement. Et après, laisser nos enfants bénéficier de cet effort-là. Chers frères et sœurs EPV, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire, je sais que beaucoup ne comprennent pas la géopolitique, la géostratégie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des non-dits. Mais il y a une chose que vous devez retenir, que nous devons retenir. La politique n'est pas simple. La politique, c'est fait pour des gens qui sont beaucoup silencieux, alors qu'ils gèrent beaucoup d'agitation en eux. Notre pays est terriblement attaqué, mais si nous arrivons à sortir de cette gangrène-là, la Côte d'Ivoire pourra enfin assurer son leadership qu'on veut forcément éteindre. Je suis persuadé que cela ne se fera pas. Ce président-là ne parle jamais simplement. Je suis en pleine santé et désireux de servir mon pays. Tout est dans ces mots-là. Partir pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main des gens, de ses ennemis, que ce soit ses propres fils ou des ennemis extérieurs, ce serait la plus grande lâcheté. Voilà le combat que nous devons mener. Et cela se traduit par l'accompagnement de ce président de la République jusqu'à ce qu'il, en tout cas, rende le tablier dans l'honneur mérité. Nous devons continuer ce combat. Nous devons continuer à soutenir ce président de la République. Nous devons aussi nous associer à lui pour protéger la Côte d'Ivoire entière et amener nos parents, nos frères, qui sont devenus des grands traîtres, à comprendre que la trahison contre son peuple est punie aussi. Après les élections, nous allons décider de beaucoup de choses. C'est là que je vais m'arrêter pour vous dire, courage, la victoire n'est pas loin. Merci, bonsoir. Merci infiniment à vous. Prompt rétablissement et que Dieu nous donne tous la santé, que Dieu nous protège tous. Et à tous ceux qui nous ont suivis durant cette semaine, nous vous disons encore merci. Et surtout, tirez le meilleur des messages qui sont donnés. Et surtout, apprenez à être des surhommes. Brûlez-vous vous-même pour faire ressortir le surhomme qui est en chacun de vous. Le surhomme, ce n'est pas l'homme le plus fort. Ce n'est pas l'être supranaturel. Ce n'est pas l'être métaphysique. C'est le vrai toi-même là. Sois toi-même. Sois ce que tu es. Et force les gens à te respecter en fonction de ce que Dieu a fait de toi.
Merci à tous. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire, vive la dignité humaine. Que Dieu protège tous ceux qui ont à cœur de protéger la vie humaine. Merci à vous, chers aînés. Excellente soirée et prompt rétablissement. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.